nous avons une lecture de Marx qui passe par Nietzsche. Donc, une lecture en fait de la lutte de classe en termes de microphysique sociale qui doit beaucoup à Nietzsche. Ça c'est évident chez Foucault. Alors, chez Nietzsche, par exemple, cette idée vient aussi, en partie par l'évidemment, vient aussi de lecture de Dostoïevski. Alors, c'est pour ça que j'ai posé un peu la distinction entre révolution politique et révolution sociale. Une question qui traverse en ce moment aussi une partie de ma recherche autour des coups d'État. Donc j'essaye aussi de dégager une sorte de différence entre révolution politique et révolution sociale. Parce que bon, peut-être que j'appréhende, c'est discuté sur la figure de Dostoïevski, c'est la figure extrême du révolutionnaire, c'est elle des classes pensée comme guerre sociale, dans lequel l'accent est mis sur la direction absolue, consciente et volontaire d'un sujet ou d'un petit groupe qui cherche à s'emparer du pouvoir. Donc c'est un forme extrême de la pensée de la souveraineté. Le révolutionnaire est pensé comme souverain, comme contre-souverain qui veut prendre la place du souverain, avec une dimension très fantasmatique. Ce matin, j'évoquais le protocole des sages notions. Je crois que, il y a de nombreuses sources dans ce faux qui a été fait par des agents de l'Okhrana, de la police secrétariste, comme vous savez. Une des sources, c'est un pamphlet anti-bonapartiste de Brice Joly. Et il y a peut-être des sources qui viennent du catéchisme des révolutionnaires de Taïeb. C'est la figure de la petite secte conspirative obéissant terrible cadavre, comme on dit les jésuites, comme un cadavre, à l'autorité du chef puissant, d'un chef clandestin, avec des rames d'évêques, comme on disait à l'époque des trucs, qui fait tirer le ficelle, etc., et qui exige un dénuement total et un immoralisme absolu, un machiavélisme en mauvais sens du terme. Il y a toute la figure aussi Machiavel derrière. Ça, c'est un lieu commun de toute la théorie du complot, de toute l'opposition de la conspiration. Et la conspiration est toujours pensée comme une secte dans lequel il y a une pratique de souveraineté, dans lequel il y a un maître tout-puissant qui tire les ficelles de ses affiliés, de ses disciples, et manipule les masses pour reconquérir la souveraineté. Bon, alors je trouve que, je peux très bien en fait ça enverrait une pensée des antagonismes diffus, qui, si j'ai bien compris ton exposé, annonce plutôt le basculement plus fort d'une pensée post-déclin, une pensée de des luttes transversales. Oui, effectivement, on fait ça comme ça, mais je vois pas que c'est appuyé là-dedans. Voilà. Pour moi, c'est au contraire la figure paranoïaque ultime extrême, en plus rétractée par Dostoïevski, qui projette ses propres fantasmes de figures de démons, Stavrodine, il y a beaucoup de choses. C'est bon, le délire de Dostoïevski aussi derrière. Et il fantasme la révolution comme étant précisément le contre-souverain diabolique, s'opposant à la souveraineté de Dieu et de ça. Un petit peu au même. Donc je ne sens pas du tout le passage en féminisme diffus de ça. Bon, premièrement, évidemment, un malentendu, il n'est pas du tout dans le mot, mais ce n'est pas pour dire, il faut privilégier ces parcours, non, c'est pas ça la question, mais je pense qu'il y a dans l'anarchisme allemand, donc le Child, c'est justement un cas, mais pas uniquement, il y a toute une longue trajectoire, des figures comme Karl Plexner, Weindorf, il y en a beaucoup, Most. Ce sont des gens, ces anarchistes, qui ne posent pas vraiment la question du complot, mais qui posent la question d'une action qui, évidemment, doit être interprétée comme une action politique, mais qui n'a pas de projet politique. C'est une action qui vise à détruire la société, et donc à détruire toutes les valeurs de la société. Dans ce sens-là, il y a une forme extrême et exaspérée de nihilisme. Mais c'est aussi en fait le fait que la révolution sociale, et je dirais, mais c'est une hypothèse qu'on peut explorer, lorsqu'aussi de Guattari parle aussi de devenir minoritaire, par exemple, développe une critique de l'idée de révolution politique. Mais par contre, il parle de devenir révolutionnaire. Or, ces devenir révolutionnaires n'ont pas toujours une fonction émancipatrice. Ce sont aussi des lignes de fuite qui parfois peuvent être aussi des trous noirs. Alors, dans la dimension de la révolution sociale, il y a tout ça. Il y a exactement cette idée que la société est traversée par des conflits profonds qui l'amènent dans toutes les directions. Alors, j'ai mes références à ça, pourquoi? Parce que chez Foucault, il y a quand même une référence forte à l'idée de guerre civile, mais qui passe évidemment aussi par des références qui sont en termes antérieurs à la pensée classique aussi. Je me réfère à Hobbes, Rousseau, mon grand penseur classique. Ça va très bien, mais je voulais aussi montrer qu'il y a dans notre culture aussi quelque chose qui parfois
reste complètement marginalisé. On ne peut pas vraiment parler des guerres civiles, des violences extrêmes ou des révolutions sociales. C'est un concept, d'une certaine manière, qui n'est pas au centre du débat politique. Alors, je voulais, par le biais de la littérature, pour ainsi dire, répandre aussi cette critique de la révolution sociale qui monte à partir du XIXe siècle. C'était ça un peu l'idée. Ouais, je comprends bien. Donc le processus sera un processus, comment dire, de diabolisation graduelle de la violence. De la violence, voilà. On retrouve, c'est presque un schéma très présent dans nos sociétés. Je veux dire, n'importe quel mouvement politique aujourd'hui qui ne soit pas encadré dans un système de représentation politique sera tout de suite défini tout d'abord comme un mouvement marginal, et puis de deuxième étape sera ils sont violents, il faut alors les mettre au dehors du discours politique. Voilà, la question de la violence revient tout de suite. Ça, il y avait un très beau texte qu'avait fait à l'époque notre ami Alain Brossard, c'est tous coupables. Autant je me souviens, tu t'en prenais au mode de défense des gens qui voulaient à tout prix défendre Julien Coupa et ses amis en disant on cherche à tout prix démontrer qu'ils n'ont pas fait soi-disant attentat contre les caténaires de SNCF. Et tu dis, la question de fond n'est pas là. La question de fond, c'est et s'il l'avait fait, est-ce qu'il serait encore défendable? Il y a 30 ans, il l'aurait été, parce qu'on acceptait encore l'idée de la violence révolutionnaire, et maintenant, c'est considéré comme le mal absolu. La simple idée de la violence est diabolisée par principe. Mais du coup, Foucault ne rentre pas dans ce processus. Parce qu'il renonce au modèle de la guerre, il renonce avec prudence, avec toutes sortes d'hésitations, idéomanties, etc. Mais comme à partir de connaissance de la société, il en vient remettre en question ce grondement de la bataille. Je faisais entendre en arrière-fond, résonnant en arrière-fond de survie et punir. Donc Foucault aussi, il va dans le sens d'un désensauvagement de la pensée politique. Tout à fait possible. Comme je disais au début de mon exposé, moi je suis un peu contre l'idée d'interpréter un auteur de manière chronologique en disant bon c'est le dernier mot sur le premier. Et alors il faut contextualiser. C'est pas un bloc, c'est pas non plus une œuvre systématique, c'est la même chose. Par exemple, je trouve par rapport à cette question comment Foucault lit Marx ou le marxisme. Bon, il n'y a pas un marxisme, par exemple. Il y a plusieurs marxismes, mais ce n'est pas non plus uniquement le marxisme lacustaire qui existe, c'est toujours la cible de la critique. Donc, c'est des questions qu'il faut contextualiser un peu plus, je crois. Et ce qu'il dit sur la guerre civile en 1973, bon, il me semble que ce sont des réflexions qu'on pouvait discuter à nouveau. On peut parler ça. Alain Bocalin, Brûle de Fontainebleau. Non, je pense qu'un des moyens par lesquels Foucault, dans les années 70, marque l'écart avec Marx, c'est dans la façon dont il va transfigurer littéralement ce qui pour Marx est le déchet de la lutte des classes, c'est-à-dire le lumpenprolétariat, en plèbe. La plèbe étant, pour Foucault, à ce moment-là, un opérateur et un agent de la politique, c'est-à-dire de l'échapper hors des rapports de pouvoir, tout à fait fondamental. Bon. Alors, une fois qu'on se rappelle ça, il faut se rappeler aussi que la plèbe, ça renvoie à un modèle romain, évidemment. Or, ce qui va entrer en relation avec ce dont tu as parlé, et qui tourne autour donc d'une certaine fascination, disons, à cette époque-là, de Foucault pour la guerre sociale, c'est-à-dire la guerre civile telle que tu en as parlé là, c'est que ce qui caractérise la guerre sociale ou la guerre civile, comme elle est définie dans la société primitive, c'est qu'elle est quelque chose, me semble-t-il, comme un immémorial infiniment plus compact par rapport à la lutte des classes. Pourquoi? Parce que dans la lutte des classes, il y a des interactions. Donc là, ça va déboucher sur le syndicalisme, le réformisme, et tout ce qu'on dit. Dans la lutte des espèces, moi je pense qu'il y a ce modèle de la lutte des espèces. La lutte entre patriciens et plébéiens à Rome, c'est une lutte des espèces. Alors, les interactions sont d'un autre type, les affects sont d'un autre type. Vous en avez un très bon exemple, une très bonne reprise, disons, dans la pièce de Shakespeare, Coriolan. Du côté patricien. Bon. La haine, le mépris, l'aversion, ce sont des espèces qui s'opposent, qui ne communiquent pas, qui ne peuvent pas se mélanger, qui sont condamnées d'une certaine façon à coexister, à vivre ensemble dans l'espace de la cité, de la ville,
de Rome, mais qui, pour le reste, ne partagent rien. Voilà. Alors, comme chacun sait, dans la lutte des classes, toutes sortes de partages, au sens, pas celui que j'employais ce matin, sont possibles. Bon. Alors, ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant, parce que le Foucault de cette époque-là table sur, et sous l'effet de facteurs de contexte, hein, sur lesquels on pourrait s'étendre, mais il présente cette figure-là dans laquelle il y a quelque chose de plus vieux que la lutte des classes, qui est la relation du patricien au plébéien, qui est la relation du maître au serviteur, que moi j'appelle une souveraine immémoriale, et qui est quelque chose d'intéressant pour nous, je pense, aujourd'hui, parce qu'on peut le faire revenir dans un temps où la lutte des classes est devenue indiscutable, et où néanmoins il y a de la conflictualité. Quel est le régime de conflictualité auquel nous avons affaire aujourd'hui, dans un temps où la lutte des classes n'est plus très perceptible, nommable en tant que telle, et où elle ne passe plus par les institutions traditionnelles, où donc la violence ressurgit sur les bords des systèmes, sous une forme donc plébéienne. Là, on retrouve ce Foucault. Ça serait une hypothèse, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça serait une hypothèse présentable. Oui, je crois que ça va exactement dans ce sens-là, d'interpréter donc ces antagonismes issus face aussi à une composition sociale qui n'est plus une composition sociale unitaire. Donc, le changement de la composition des classes, tout ça est impliqué dans cette possibilité de répandre une notion comme celle de guerre civile. Mais en particulier, ce qui me frappe dans le cours de la société punitive, et je dois dire, je ne partage pas, même si c'est vraiment aucune polémique, je pense qu'il y a un travail extraordinaire qui est en train d'être fait autour de l'ère des Foucault, hein, par les éditeurs, etc. Mais parfois, je remarque aussi qu'il y a une tendance qui va un peu trop vite à vouloir liquider par des mots et des formules comme au-delà de Marx, cette analyse va au-delà de Marx, alors qu'on réduit Marx à des formules qui sont des slogans d'une certaine manière, hein, parce que Marx n'est pas uniquement ce qu'on montre. Alors je pense qu'il y a là un rapport, pas uniquement philologique, mais théorique, à construire entre Foucault et Marx. Alors, dans la société primitive, il me semble que Foucault place par ailleurs la question de la guerre civile à l'intérieur de la genèse, de la généalogie du capitalisme. Donc il utilise vraiment des mots très très forts. Ce n'est pas uniquement l'affrontement, les affrontements, mais c'est aussi la lutte des prolétaires contre la bourgeoisie. Donc il y a une analyse, si on veut bien, c'est une analyse. Pour moi, dans certaines marques, c'est du marque des luttes civiles, des luttes des classes en France, c'est un certain marque. Alors, il me semble que c'est un concept qu'on pourrait aujourd'hui retravailler ou sur lequel il faudrait réfléchir pour comprendre ce qui se passe dans nos sociétés. Alors, une remarque aussi, comme... Moi j'aime bien être défendre la société, parce que c'est un séminaire qui est vraiment un séminaire tournant, quoi. Bon, et il met à jour cette contre-histoire de la guerre des races. Effectivement, là on retrouverait tous les thèmes que vous évoquez, là, tous les deux. C'est une manière de penser la guerre des patriciens et des plébéiens, on trouve sûrement en guerre des Saxons contre les Normands, ou des Gaulois contre les Francs, etc. Enfin, c'est une histoire fantasmatique, mais c'est une contre-histoire qui a une portée dissidente, une portée rebelle. Ça, c'est l'histoire officielle. Bien. Mais il montre aussi qu'elle est réversible, puisqu'à un moment donné, elle se laisse capter par le racisme d'État, comme ce que j'évoquais ce matin, et elle devient la matrice du racisme exterminateur. Et là, effectivement, bon, c'est souvent, je crois qu'il parle de la lutte des classes, il dit oui, la théorie de la lutte des classes de Marx, d'une certaine façon, l'issue tout entière, c'est la théorie de la guerre des races, Marx Engels dit Augustin Thierry, la lutte des Gaulois et des Francs. On discute, bon, ça c'est pas à discuter, bon, mais en tout cas, on voit très bien comment ça s'est totalement renversé, comment cette théorie qui a des côtés, bon, très radicaux, on a la plèbe, la guerre civile, la guerre sociale, l'irréductibilité des deux espèces, ça s'est très facilement capté dans une idéologie de terreur. Si on suit l'analyse de Foucault, hein, je ne sais pas si c'est juste, j'ai essayé de montrer que ça fait, à mon avis, ça fait intervenir, le passage à la table politique fait intervenir autre chose qui est l'ordre du complot, enfin des chaînes plus anciens, plus complexes. Et si on suit bien l'analyse de Foucault, on voit bien que l'antagonisme radical, il se renverse de manière tout à fait dangereuse. Hein. Effectivement, de Nechayev à Beria, on peut dire que ça va très vite, la conséquence est très vite faite. Hein. Bon, là, il y a aussi évidemment vraiment une émergence à la fin du XIXe siècle, dans une certaine historiographie a été interprétée aussi comme une émergence
dans notre mouvement ouvrier, c'est-à-dire tout ce sous-prolétariat, c'est un prolétariat qui n'est pas encadré politiquement avec les syndicats, etc. Donc, il y aurait peut-être la possibilité de tracer vraiment une histoire qui va de cet enchaînement jusqu'au terrorisme des années, la lutte armée des années 70, du siècle, qui par ailleurs, d'un point de vue complètement différent, est quelque chose que Foucault fait aussi dans le dernier cours au Collège de France, lorsqu'il parle des cynisme, quand il se réfère en fait à la question de la parésia comme quelque chose qui est dans le discours du XIXe siècle et le discours révolutionnaire. Alors il fait deux références, c'est une référence à l'art, Courage de la vérité. un courage de la vérité. Donc, il y a une référence à l'art comme force critique de l'art au XIXe siècle, mais l'autre référence, c'est effectivement à la question, à la question de la pratique révolutionnaire. Quoi plus, je pense. Oui. Comme si les révolutionnaires. Et il y a l'autre bouton à droite. Enfin, C'est pas grave. non, c'est pas grave. Je suis désolé. Ça va, vous n'êtes pas trop dans les ténèbres? Non, non, non. Enfin, vous êtes obscur ce matin. Je pense qu'on appuie bien sur le bouton, vous arriverez à obtenir la totale lumière. Appuyez bien longuement. Non, ça marche pas. Bon, plus c'est technique, plus ça devient loufoque et déviant. Oui, c'est la parésia, ça. Ouais, je disais, bon, il y a presque une généalogie conceptuelle, bien sûr, pas uniquement philologique du cynisme, qui est identifiée avec les figures, par exemple, comme les révolutionnaires du XIXe siècle, l'art aussi du XIXe siècle. Et dans cette généalogie, probablement, on pourrait inclure aussi ces formes de lutte. Pas uniquement, mais aussi. Donc, il me semble que là aussi, on pourrait croiser le dernier Foucault, le courage de la vérité, avec ces réflexions. Même si on est dans un paysage conceptuel qui est complètement, on peut dire, ça m'intéresse beaucoup aussi comme la langue aussi, se transforme, change. Sans doute d'autres questions, là, parce que j'étais en train de monopoliser le débat et en faire un dialogue, ou un trilogue.